Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Panafrique Média dans le cadre de votre émission, l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Mathias Otunga Osibajo, ancien ministre d'État, leader d'opinion, président du parti Regard et ancien membre du Parti démocratique gabonais. Monsieur, bonjour. Bonjour madame, je n'étais que ministre. D'accord. Alors, l'actualité nous conduit aujourd'hui vers le référendum. Les textes sont déjà plus ou moins connus et désormais sont discutés au niveau de l'opinion, que ce soit en politique ou dans la société civile. En tant que leader d'opinion, comment est-ce que vous appréciez ces nouveaux textes? Merci madame. Je ne vous mentirai pas si je vous dis que je ne connais pas le texte en question. Je sais qu'il y a un texte qui est un projet qui est en examen au niveau de l'Assemblée constituante. Dans un premier temps, je m'étais abstenu de toute position parce que j'entendais, alors qu'on n'avait même rien vu, le pays s'est divisé en deux, un camp appelant à voter oui, un autre appelant à voter non, autour de quelque chose qui n'avait même pas encore d'existence. Et j'ai vu à travers les réseaux sociaux un document, je ne sais pas si c'est celui-là qui est en examen, et je pense que maintenant, le président du Parti Regard peut donner une consigne de vote à ses militants. Et cette consigne, elle sera un oui. Un oui, pourquoi, je vais m'expliquer. Un oui sur le principe de l'adoption de la Constitution. Je dois vous rappeler que nous sommes en régime d'exception, que le 30 août 2023, les militaires ont interrompu le processus politique et qu'ils ont dit qu'ils feraient une transition de 2 ans et nous nous acheminons vers la fin de 2 ans. Donc il faut absolument un retour à la vie politique civile. Et il ne peut pas y avoir de retour à la vie politique civile en l'absence d'une constitution. Donc il nous faut absolument une constitution si nous voulons fermer la parenthèse militaire. Maintenant, votre question, c'est sur le fond du texte, que je n'ai pas examiné en totalité. Je voudrais juste donner c'est même pas l'avis du parti que je dirige, mais mon avis personnel sur ce que j'entends au niveau de la répartition des pouvoirs. Je suis de ceux qui souhaitent le maintien d'un poste de Premier ministre. Parce que pour moi, le maintien de ce poste est utile aussi bien pour un président de la République que pour le peuple. Pour un président de la République, le Premier ministre peut constituer un fusible. Et pour le rapport entre un président de la République et son peuple, le Premier ministre peut constituer un amortisseur. Je m'explique. Si c'est vrai que le président de la République, il est élu par le peuple sur la base d'un programme. Et si en cours d'exécution de ce programme, il y a des couacs, il faut qu'on désigne un responsable. Et généralement, ce responsable désigné, c'est un Premier ministre, puisque celui qui est chargé de conduire la mise en œuvre du programme. Donc si on a un Premier ministre, si le peuple manifeste des mécontentements, un président de la République peut démettre le Premier ministre et confier la charge de la conduite de son programme à quelqu'un de plus dynamique. Si vous avez une maison sans fusible, le moins de court-circuit vient d'endommager tout votre équipement électroménager. Pour le peuple, pour les relations entre le peuple et le président de la République, le peuple peut, à une période T, choisir un président de la République sur la base d'un programme, et à une période T plus N, choisir un programme qui peut être à l'opposé de celui qui a été présenté par le président de la République. Donc on peut avoir là une contradiction entre deux programmes. Et s'il n'y a pas de Premier ministre, vous voyez, le président serait très embêté. Il exécute un programme que le peuple avait validé, et puis il y a un autre programme contraire que le peuple vient à nouveau de valider. S'il y a un Premier ministre,
C'est un poste de Premier ministre. Le président peut donc charger quelqu'un qui est représentatif de cette nouvelle vision, avec qui il va continuer de travailler. Ça ne vient pas gêner le mandat du président de la République et ça ne gêne pas la nouvelle vision du peuple. Donc l'amortisseur permet que les choses évoluent harmonieusement. Donc moi, l'un dans l'autre, je suis pour un vote de la Constitution. Il faut voter oui, mais il faut souhaiter que cette Constitution comporte un certain nombre de réglages. Alors, je voudrais juste vous rappeler, Monsieur le Président, qu'il y a certains 3 ou 4 articles qui sont mis sur la place publique et qui amènent beaucoup de mécontentement. C'est la super présidentialisation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du poste de président de la République, qui désormais, si les choses ne sont pas faites autrement, sera également président chef suprême chef de la magistrature suprême. Il y a aussi cette question de la binationalité qui ne peut pas accéder aux postes importants ou concourir à certains postes politiques. Il y a aussi l'amnistie des militaires ayant participé au coup d'État ou avant, qui seront amnistiés. Voilà des questions qui fâchent l'opinion et qui amènent aujourd'hui les politiciens, on va dire, des hommes politiques et la société civile aujourd'hui à battre campagne pour le non. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Bon, alors, le non. Imaginons une victoire du non le lendemain du référendum. Comment envisage-t-on l'avenir? Puisque le but du référendum, c'est de voter une constitution qui va marquer la fin du régime militaire. Si le lendemain, nous avons un non, ça veut dire que les militaires ont un blanc-seing pour continuer à agir à leur manière, puisqu'il n'y a pas un retour à la paix civile sans constitution. Par contre, j'ai l'impression que nous pensons que les militaires ne sont pas des humains ni des intellectuels. Dans l'armée, il y a tous les corps de métier qu'on a au civil. Ces compatriotes nous ont proposé un avant-projet, un document qui est soumis au filtre de la constituante, qui est soumis à l'analyse de la société civile et de toute la société. Ces hommes et femmes sont des responsables qui observent, qui ont des services d'écoute, qui savent un peu c'est quoi l'état de l'opinion. Et donc, attendons que ce projet fasse l'objet d'une analyse par la constituante et remonte vers les décideurs, qui, je suis convaincu, vont quand même écouter certains échos du peuple. Vous prenez par exemple le cas de l'amnistie. Il y a un problème de principe. Ces frères et sœurs qui ont risqué leur vie pour nous permettre de recomposer le pays, ils méritent d'être amnistiés. Mais si cette amnistie passe par la Constitution, c'est comme si on institutionnalisait les coups d'État. Que désormais, chaque militaire qui aura fait un coup d'État, il sera amnistié parce que la Constitution est la mère des lois. Donc cette amnistie, de mon point de vue, devrait faire l'objet d'une loi spécifique et individuelle. Citer le nom de ceux qui ont participé au coup et de les absoudre. Donc les militaires peuvent comprendre ça aussi. Ce n'est pas exclu que dans le décret, le document final, on ne retrouve plus cette erreur. Alors moi, je dis que ces gens-là, les militaires, il y a comme dans le civil, des juristes, des magistrats, des techniciens, des économistes, des sociologues. Il y a tous les corps de métier là-bas. Ces gens-là ont des dispositifs pour savoir quel est l'état de l'opinion. Et ils savent certainement quel est l'état d'opinion. Donc, évitons les positions dogmatiques. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent « moi, je voterai systématiquement non » ou « je voterai systématiquement oui ». Je dis que il faut que tous les Gabonais votent oui, parce que c'est le oui qui va marquer la fin du régime militaire. Et parce que si vous votez non, vous n'avez pas le moyen de contraindre les militaires de partir. Au contraire, vous leur avez signé un chèque en blanc pour leur dire, bon, il n'y a pas de constitution, continuez. Je ne sais pas quel est le projet de ceux qui appellent à voter non. Comme je n'ai jamais su quel était le projet de ceux qui appellent à ne pas soutenir le CTRI, puisqu'on ne peut pas aller aux élections pour remplacer le CTRI. On ne peut que soutenir le CTRI, peut-être apporter sa modeste contribution à l'évolution harmonieuse des choses
pour qu'à la fin de la transition, nous ayons une constitution que tout le monde accepte. Mais on ne peut pas dire votons non. Il faut même dire votons oui, mais, plutôt que de dire votons non. Alors, vous parlez de soutenir le CTRI qui n'est pas un organe ni une institution de la transition, parce que on connaît les institutions de la transition, on a l'Assemblée, on a le Sénat, on a le CS et autres. Le CTRI qui n'est ni membre ni une institution de la transition, ni le gouvernement actuel aujourd'hui se met à tout diriger. Comment arriver à soutenir, à dire qu'il faut soutenir le CTRI qui semble être en marge de la transition? Alors, vraiment, je ris un peu parce que, effectivement, les Gabonais ne sont pas habitués au coup d'État militaire. Dans un coup d'État militaire, la loi, c'est la loi des militaires. Dans un coup d'État militaire, la loi, c'est la loi faite par les militaires. Et donc, les militaires ont pris le pouvoir. Ils se sont appelés CTRI. C'est le CTRI, c'est le groupe qui a fait le coup d'État, en fait, de manière triviale. Et les décisions, ce sont les décisions qui émanent de ce groupe. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter. Sinon, si vous n'acceptez pas, vous faites quoi? Dites-moi. Donc, on va dire que vous soutenez par contrainte? Non, je soutiens par conviction qu'il n'y a pas de plan B. S'il n'y a pas de plan B, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est appeler à la fin de la période de transition pour le retour à un état de droit. Et nous avons la chance que nos militaires soient souples. Parce qu'au Burkina, au Mali, ça ne se passe pas comme ça. Même les partis politiques sont suspendus. Donc nous avons la chance d'avoir un régime militaire édulcoré. Il ne faut pas le pousser à se radicaliser. D'accord. Alors, rien à voir avec ce qui précède. On a vu sur les réseaux sociaux une lettre qui a circulé de l'ancien président du Parti démocratique gabonais et ancien chef d'État, Ali Bongo Ondimba, qui dit se retirer de la vie politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut, selon vous, en tant qu'ancien membre du Parti démocratique gabonais, retenir de cette lettre ou quelles sont les leçons qu'on doit en tirer? C'est plutôt le président de regard qui va analyser. Parce que quand vous quittez une situation, il faut la quitter définitivement. Moi, j'ai largué mes amarres avec le PDG. Je suis désormais président de regard. Mais en tant que citoyen, je respecte et je salue cette mesure. Je pense que rien de ce qu'on fait sur terre n'est éternel. Tout est éphémère. Même la jouissance d'un pouvoir. Aujourd'hui, nous jugeons le président aller sur le très court terme. Mais le meilleur juge, c'est l'histoire. L'histoire jugera de ses faiblesses, mais de ses forces aussi. De ses échecs, mais de ses réussites aussi. À un moment, il faut savoir partir, effectivement. Et je pense que dans sa situation personnelle, le mieux pour lui, c'est de se reposer et d'essayer de se soigner. Parce que tout le monde sait quel est son état en ce moment. Donc j'apprécie et j'encourage. D'accord. Sans pousser dans la critique, on reste toujours dans le cadre du Parti démocratique gabonais. On voit beaucoup d'anciens membres du bureau politique ou actuellement encore en fonction qui font des sorties, à l'exemple d'Alain-Claude Billy-Biseuil qui a récemment présenté son livre Aou Maou, un livre dans lequel on peut trouver, il retrace le bilan du PDG et porte la critique au nouveau pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir militaire, qui, selon lui, serait en train de commettre les erreurs qu'aurait commis son parti. C'est votre analyse aussi ou vous pensez autre chose? Je n'ai pas acheté le livre. Je n'en ai pas lu des extraits. Donc, je ne vois pas comment je peux porter des analyses intellectuelles sur quelque chose que je ne connais pas. Est-ce que vous pensez néanmoins que le CTRI serait en train de marcher sur la même voie? Non, j'étais en train d'en venir. Le CTRI est là depuis 1 an, 12 mois. Je pense que c'est trop tôt pour faire
un jugement objectif. Le CTRI est venu avec deux ambitions. La première ambition, c'est la refondation des institutions. La deuxième ambition, c'est la lutte contre la pauvreté. Sur la lutte contre la pauvreté, il y a des avancées que nous constatons tous. Des routes se font. On est en train d'essayer de remettre sur pied la SCG. Sur le plan des institutions, nous sommes en débat sur l'épine dorsale que constitue la Constitution. Nous autres, moi j'ai été ministre du régime précédent. Nous autres, nous devrions quand même regarder par deux fois avant de donner de la voix. Nous avons eu plusieurs occasions pour redresser un peu la maison. Nous avons même une principale que nous avons ratée. Nous avons convoqué une concertation nationale. Nous n'avons malheureusement pas pu faire évoluer les choses. On a vu qu'elle a même accouché d'une souris. La concertation qui a ramené, par exemple, les élections à un tour. La concertation qui a été à l'origine de l'organisation chaotique des élections. Je ne dis pas que c'est facile. Si c'était facile, nous l'aurions fait à cette époque-là. Donc nous, on devrait laisser, moi je laisse les autres juger dans le fond. Alors quel a été le péché du pouvoir déchu auquel vous avez appartenu à un moment donné? Mais comment voulez-vous que celui qui était empêtré là-dedans puisse être un observateur neutre et donner un avis neutre? Moi j'étais membre du gouvernement. Je dis que tout ce qui a été fait n'a pas été mauvais. J'ai comme l'impression que le principal problème, c'est que lorsque le président Ali est tombé malade, la classe politique entière n'a pas pu résoudre le problème politique que ça posait. Il y avait une vacance de fait de pouvoir. Et parce que nous n'avons pas pu réagir comme il fallait réagir, son épouse et son fils se sont arrogés le pouvoir. Tout le monde le sait maintenant aujourd'hui, et ce n'est pas un secret de le dire. Et n'eût été l'audace des militaires aujourd'hui, on serait encore dans cette situation. Honnêtement, on serait tous dans cette situation. Certains auraient été leur premier ministre, d'autres seraient des ministres, d'autres encore occuperaient de hautes fonctions, et puis les choses continueraient. Nous n'avons pas eu ce courage. Enfin, je dis nous par solidarité gouvernementale, j'allais même dire que je fus l'unique à avoir eu le courage de dire que quelque chose n'allait pas. Et c'était peut-être devenu un crime de lèse-majesté. Donc, il ne faut pas qu'on vienne dire aujourd'hui que les choses sont simples, que les militaires n'ont pas pris le pouvoir. Les militaires ont ramassé un pouvoir qui traînait par terre, de mon point de vue. Et tous ceux qui étaient au gouvernement à cette époque-là le savent. Le conseil des ministres durait combien de temps? Et quelle décision sérieuse dans un pays on peut prendre si un conseil des ministres dure 1 heure? Nous savions que les choses allaient mal. Mais beaucoup ont préféré préserver leur position d'époque. En tout cas, j'allais dire, personne n'a osé dire non. Nous savions qu'en dehors du siège de la maison de parti à lui, il y avait un siège bis à la Sablière. Moi, je n'y ai jamais été. Vous nous l'apprenez, monsieur? Ben, je vous l'apprends, mais ils le savent. Je n'y ai jamais été et c'est l'une des raisons qui ont fait qu'on me vire. Je dis que la maison du parti, c'est lui, c'est pas la Sablière. Nous avons cautionné beaucoup de choses. Mais les militaires sont venus dire, bon, arrêtez-nous tout ça. Et ils ont été gentils, ils n'ont pas suspendu les partis politiques. Ils nous ont conservé notre liberté d'expression. Ce qui se passe au Gabon ne peut pas se passer au Mali aujourd'hui. Ce qui se passe au Gabon ne peut pas se passer au Burkina aujourd'hui. Maintenant, nous disons aux militaires que c'est bien ce que vous avez fait, mais terminez en beauté. Donnez-nous une constitution qui sera acceptée par le plus grand nombre. Mais il nous faut cette constitution. Si nous pensons qu'il y a des choses à modifier, envoyons donc les propositions aux militaires, au CTRI, pour qu'on ait un document consensuel. Mais ne créons pas une épreuve de force qui va pousser les militaires à se radicaliser. Est-ce que vous pensez néanmoins qu'après le oui au référendum, un retour à l'ordre constitutionnel serait possible dans les 1 an qui restent mais pour la transition? Je ne suis ni au CTRI ni dans les jupons du CTRI, mais je ne vois pas ce qui s'opposerait.
Eux-mêmes, ils l'ont dit. Et depuis qu'ils sont là, ils font ce qu'ils ont dit. Si on a une constitution, après la constitution, ce sera le processus électoral. Et si on a un processus électoral, à la fin, c'est le retour à la vie civile. Donc, si nous retardons l'adoption de la constitution, nous retardons par ce même canal le retour à la vie civile. Donc, j'appelle à voter oui, mais je sollicite respectueusement que le CETERI prenne en compte un certain nombre de propositions qui fusent ça et là pour qu'on ait un document consensuel accepté par le plus grand nombre. Et afin que le CETERI inscrive son nom en lettres d'or dans l'histoire du pays comme étant ceux qui auront sauvé le pays du chaos. Ce sera votre mot de fin, Monsieur Mathias Otungao Sibadjo. Nous voilà au terme de notre émission. Nous avons reçu sur ce plateau le président du Regard qui a donné son avis sur l'actualité de l'heure, le référendum. Vous l'avez suivi et restez connectés, surtout l'actualité continue sur toutes nos plateformes.